Plus vous passez de temps seul avec vous-même, plus vous serez capable de comprendre qui vous êtes. Quand je parle de comprendre qui vous êtes, je veux dire sans aucune influence extérieure, sans amis, sans la pression des autres qui vous pousse à vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une question de chaussures. Il s'agit de savoir où vous allez. Ne pas oublier d'où vous venez. Il s'agit d'avoir le courage d'échouer. Ne pas craquer quand on est brisé. Prendre tout ce qu'on t'a donné et en faire quelque chose de meilleur. Il s'agit de travail et de ce qu'il y a en toi, c'est faire ce qu'ils disent que tu ne peux pas faire. Être celui que tu es né pour être. J'aurais pu faire mieux dans certains domaines, mais j'ai quand même continué. Tu sais, j'ai pas baissé la tête. J'ai eu des jours où c'était dur, tu vois, mais je devais continuer. Et c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut toujours garder. C'est ainsi qu'on est assidu, déterminé, persévérant, persévère. Ça doit faire partie de ton acide désoxyribonucléique pour réussir. Tu dois apprendre à mettre tes sentiments de côté si tu veux atteindre la grandeur. Et la grandeur vient seulement quand tes sentiments sur ce genre de choses, je parle du travail acharné. Le putain de travail acharné, tes sentiments doivent disparaître. Tu dois souffrir. Tu dois te tatouer ça dans le cerveau. Alors, quand les moments difficiles reviendront, tu ne l'oublieras pas. Je dirais que l'un des cadres mentaux les plus puissants qui m'a aidé à traverser mes moments les plus difficiles, c'est de penser que ce sera l'histoire que je raconterai un jour. Et ça veut dire que plus c'est difficile, plus le dragon est grand, plus l'histoire sera épique. Et par conséquent, plus le héros est épique. Les gagnants se définissent par ce qu'ils ont accompli. Et les perdants se définissent par ce qui leur est arrivé. Ça commence maintenant. Et si tu ne le fais pas maintenant, n'attends même pas plus tard pour être la personne que tu veux voir dans le miroir. Tout le monde dit « Oh, plus tard dans la vie, je veux faire ceci. Plus tard dans la vie, je veux faire cela. » Plus tard dans la vie, c'est se retourner et se regarder dans le miroir maintenant. C'est ça le plus tard dans la vie. Et à moins que ce retournement soit quelque chose en progression. La plupart des limites que nous avons n'existent pas dans la réalité. Elles existent seulement dans votre propre esprit. Et l'un des points de départ de la grande réussite est de commencer à remettre en question ces croyances limitantes, de s'en débarrasser et d'agir comme si elles n'existaient pas. Beaucoup trop d'entre vous restent assis à attendre de se sentir prêts. Vous pouvez toujours aller de l'avant même si vous n'êtes pas prêt. Tout est dans l'action, votre esprit, votre histoire, votre passé. Vous aurez toujours 1 million d'excuses pour ne pas le faire, pour ne pas en avoir envie, pour ne pas croire en vous. Tout cela n'a pas d'importance. Seules vos actions comptent dans votre vie et votre entreprise. Et plus vous agissez de façon régulière, plus vite vous commencerez à croire en vous, parce que vous verrez la preuve que vous n'êtes pas le genre de personne qui reste là à se sentir indigne. Que vous n'êtes pas une victime qui reste passive et se laisse entraîner par les problèmes des autres. Que vous n'êtes pas ce genre de personne. Donc cela n'aura plus de sens d'y croire. Mais tout commence par l'action. Surmonter l'ancien soi nous permet de devenir quelqu'un d'autre. Et il y a cette période de transition, oui, je l'appelle le vide, où il ne se passe pas grand-chose. Et il faut juste être capable de continuer et d'aller continuellement jusqu'au bout de sa croyance, là où la plupart des gens s'arrêtent. Nous avons été conditionnés à devenir matérialistes. Je pense que nous définissons la réalité avec nos sens, et je pense que c'est l'une des plus grandes illusions. Donc la question fondamentale est, pouvez-vous croire en un futur que vous ne pouvez pas encore voir ou expérimenter avec vos sens, mais auquel vous avez pensé tellement de fois dans votre esprit que votre cerveau est littéralement modifié comme si l'événement s'était déjà produit? Suis ton rêve et n'aie pas peur d'échouer. Tu échoueras parfois. Tu apprends le succès grâce à l'échec. N'abandonne jamais. Chaque bloc vers le bas est un bloc vers le haut. Chaque malheur est une chance. Sors du porche, n'abandonne pas.
Si quelqu'un te dit d'abandonner ton objectif et que tu l'écoutes, alors tu n'as pas vraiment d'objectif. Reste sur la bonne voie. Tu réussis dans la mesure où tu es prêt à explorer des domaines pour lesquels tu n'es pas préparé. Donc il me semble que tu es prêt à... Tu te dis en quelque sorte que si tu mets un pied dans la porte, alors tu trouveras comment gérer tout ça. La plupart des gens font cela et ça te tue. Je n'entrerai pas tant que je ne serai pas prêt, ce qui reste une illusion pour un entrepreneur. Faire carrière dans la musique, être artiste ou réussir quelque chose d'important. Si tu attends d'atteindre un certain seuil, de te dire « il faut que je sois totalement prêt », si tu n'entres pas, tu resteras de l'autre côté de la porte toute ta vie. Tu es hanté par toutes les opportunités que tu as manquées en ne donnant pas le meilleur de toi-même au moment où tu aurais pu gagner. Mais tu n'as pas gagné parce que tu as laissé la vie interférer avec cette unique chance. C'est ça la grandeur. La grandeur, c'est ta mémoire. La grandeur, c'est d'être tellement conscient du temps, de la vie dans la seconde qui vient de passer. Et tu peux t'en souvenir comme si c'était hier. La grandeur, c'est de pouvoir y retourner, de ne pas refaire la même erreur et d'en être hanté. C'est ça la grandeur. Les gens doivent rejeter l'idée qu'ils doivent se protéger de l'extérieur en y consacrant tout leur temps et énergie. Soyez le changement que vous souhaitez dans le monde. Si vous voulez voir des gens capables de supporter plus, alors ne vous préoccupez pas de vouloir réparer les systèmes. Devenez simplement plus fort. Regardez comment les gens réagissent à vous. Regardez comment vos enfants vous admirent. Regardez comment les membres de votre famille vous admirent. Observez comment les gens viennent vous demander de l'aide. Nous avons un désir naturel de devenir fort, pas d'être protégé par autre chose. Mentalement, beaucoup ne croient pas à cela car culturellement, on renforce l'idée que nous sommes piégés et coincés. Il n'y a rien que nous puissions faire que les gens ne comprennent pas. L'accomplissement doit se mériter. On ne peut pas dire à quelqu'un de simplement s'aimer soi-même. Il faut leur expliquer comment ils peuvent gagner le respect d'eux-mêmes. On doit leur expliquer qu'accomplir des tâches difficiles malgré l'envie, c'est ainsi qu'on gagne en valeur personnelle. On ne peut pas dire à quelqu'un de se sentir digne. À un moment donné en chemin, on se trompe et on ne comprend plus qui on est vraiment. On commence à construire ce faux sentiment de soi autour de toutes les histoires, de toutes les étiquettes et de toutes ces choses. Et on commence à vivre notre vie ainsi. On se perd sur le fonctionnement de la vie et nos interactions avec elle, vivant alors en dessous de notre potentiel. En faisant cela, on s'éloigne de nos rêves. On commence à abandonner cette belle chose que nous sommes ici pour faire naître dans le monde. Et puis on se retrouve bloqué parce qu'on n'a plus ce rêve devant nous qui nous permet de surmonter tous les défis de la vie, n'est-ce pas? Qui nous attire vers lui. C'est ça qui nous permet de grandir et on reste bloqué. La vérité, c'est que beaucoup de gens n'apprécient pas le fait que faire quelque chose d'exceptionnel demande beaucoup de travail. Exactement. Et cela demande ce travail anonyme que tu fais quand personne ne regarde. Et tu sais, quand les choses deviennent difficiles et que tu es tiraillé sur ce que tu vas faire ce jour-là, il est facile de céder maintenant. Donc, il y a un certain niveau de conviction et d'engagement envers soi-même qui est nécessaire, que je pense que tu développes avec le temps, avec un certain degré de résilience et, tu sais, la persévérance qui en découle. Mais si tu n'apprécies pas le fait que faire quelque chose de difficile va te mettre à l'épreuve et va t'obliger à sortir de ta zone de confort, alors tu vas avoir du mal. Mais parfois, ta plus grande avancée se trouve dans ce que tu désapprends, puis que tu réapprends. Parfois, tu dois bouleverser ta terre, la retourner, prendre cette terre sèche qui a été plantée pendant des années. Je le sais depuis longtemps, comme ma mère me l'a appris et que nous l'avons toujours su. Tu dois bouleverser cette terre pour pouvoir planter une nouvelle graine et faire pousser un nouveau fruit. Pas juste pour te garder à l'aise avec ce que tu sais, reste à l'aise. Je veux te bousculer avec de nouvelles prises de conscience pour que tu te dises « Oh, attends une seconde !» ou une prise de conscience que ce que tu faisais, basé sur tes connaissances, ne correspond plus à ton avenir.
Je peux te garantir que chacune d'entre nous, si on veut quelque chose de différent de ce qu'on obtient, on fait inconsciemment des choses selon d'anciens schémas qui ne servent même plus notre avenir. Fais du mieux que tu peux dans ce que tu fais en sachant qu'il y a un horizon plus vaste. Donc, le gros problème que je vois, c'est que les gens veulent plus et détestent ce qu'ils font. Alors ils sont dans un état d'esprit où ils se disent « Mon Dieu, je veux juste en finir avec ces conneries et un jour, j'atteindrai mes rêves. » Et si tu peux inverser ça en te disant « Non, c'est la porte d'entrée vers mes rêves, c'est ce que je dois faire et je dois le faire du mieux possible. Ce n'est pas quelque chose de misérable. Je déteste ça. Maintenant, je me sens incroyable, comme si tu devais le maîtriser. » Vivre dans le passé, tu vas être déprimé parce que tu ressasses des choses qui te sont arrivées et qui ne se reproduiront plus. Si tu vis dans le futur, tu vas être anxieuse parce que tu anticipes ce qui va arriver ou tu espères des choses qui ne se produisent pas encore. Être dans le moment présent, c'est là où tu auras le plus de contrôle et où le bonheur s'épanouit. Nous nous entourons de personnes qui nous font nous sentir bien, qui nous disent ce que nous voulons entendre. Dès l'instant où nous nous plaçons parmi des personnes hors du commun, nous n'aimons pas ce sentiment. Oh non, j'ai perdu mon avantage. Que se passe-t-il? Devine ce qui arrive au sommet de la montagne? Je vais bien. Tu te demandes pourquoi redescendre maintenant? Une fois au sommet de la montagne, il faut en bâtir une autre. C'est ça, la médiocrité. Il y a beaucoup de gens médiocres qui ont un beau curriculum vitae, mais ils sont chronométrés, mec. Tu ne deviens pas ce que tu veux. Tu deviens ce que tes habitudes font de toi. Il n'y a pas de fin. Et c'est cette personne que j'écoute. C'est cette personne qui a acquis du savoir. On acquiert le savoir à travers la souffrance. Et de l'autre côté de la souffrance, il y a un monde que très peu ont jamais vu. C'est un monde magnifique parce que c'est là que tu te trouves toi-même. C'est pareil avec l'échec. C'est la façon dont tu l'utilises. C'est ce moteur-là. En toi, oui, c'est cela le côté obscur. Le côté obscur est rempli d'échecs, mais c'est le carburant qui te brûle comme quelque chose qui n'a jamais brûlé en toi auparavant. Voilà le problème, c'est toujours le même obstacle, mais avec une destination claire, ils deviennent plus faciles à surmonter. Sans destination claire, tu t'arrêtes souvent brusquement. Les gens veulent que leurs efforts aient un réel impact. Une évaluation ou reconnaissance réussie ne porte pas uniquement sur les étapes franchies ou l'effort fourni. C'est que l'effort que tu as fourni nous a rapprochés de l'endroit où nous essayons d'aller. Et cet endroit devrait être un idéal un peu fou. L'ampleur de la récompense que tu ressens en avançant vers un objectif est proportionnelle à l'importance de cet objectif. Donc, cela signifie que plus l'objectif que tu choisis est important, plus il y a de possibilités que cela soit porteur de sens pour ta vie. La peur te motive, la peur te dit d'aller chercher plus d'informations, la peur te dit de rester éveillé un peu plus tard et d'étudier. La peur te pousse à te lever plus tôt, à demander de l'aide. Elle informe, mais ne bloque pas. C'est juste une émotion comme l'amour, la compassion et la gratitude. C'est nous qui avons laissé la peur nous paralyser. Et si nous sommes conditionnés, si nous nous sommes conditionnés à croire certaines choses, l'une des choses auxquelles nous croyons, que nous gardons et avec lesquelles nous vivons, c'est toute cette idée que tout ce qui m'est arrivé dans le passé sont ce qui m'empêche de faire ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Soyez prête à aller jusqu'au bord et pas seulement à vous pencher. Et sentir la brise, regarder les gens sauter, les voir s'envoler et regarder à travers les fenêtres toutes les personnes qui vivent de belles vies. Ne faites pas qu'approcher le bord, ressentez-le. Soyez prête à vous pencher. Sentez votre cœur battre. Sentez-le. Cela vous permettra de savoir que vous êtes en vie. Vous saurez que vous allez bien. C'est une recette pour le malheur. Nous comparons notre vie au meilleur jour et à la plus belle image des autres sur les réseaux sociaux. Nous nous comparons à divers moments de notre vie. Comparer une relation à sa 5e année, à sa 5e semaine n'est pas juste, même en couple.
La vie comporte plusieurs étapes. La comparaison en est une. Certains chemins mènent au bonheur, d'autres au malheur. L'une de ces choses, c'est sûrement la comparaison, et c'est souvent une question d'ego pour nous. On essaie toujours de surpasser les choses dans notre vie. Je pense que c'est vraiment une question d'être plus présent dans l'instant dans sa vie et de se dire « je mérite d'être heureux maintenant ». Il y en a une qui a une formule très spécifique et universelle. Et cette formule, c'est « travaille dur pour devenir très bon dans quelque chose qui te passionne et qui te permet de servir non seulement toi-même, mais aussi les autres ». C'est tout. Reste dans ton propre élément. N'essaie pas d'imiter l'expertise de quelqu'un d'autre. Ne perds pas de temps à vivre la vie d'autrui. Ne sois pas prisonnier des dogmes. Concentre-toi sur tes propres forces, ton propre élément, ce que tu as à offrir. Ne te perds pas à essayer de devenir quelqu'un d'autre ou à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Beaucoup d'entre nous sont des poissons voulant grimper aux arbres ou des singes apprenant à nager. Trop d'entre nous sont des lions à qui on apprend à vivre comme des chats. Nous n'avons pas la chance de vivre dans notre élément. Mon deuxième conseil, vivez dans votre élément naturel, n'essayez pas d'en adopter un autre. Vous savez, nous avons tous un génie particulier en nous. Le fait que personne ne regarde est totalement sans importance pour moi. Cela n'a tout à voir qu'avec moi-même. Maintenant, la raison pour laquelle c'est important, la raison pour laquelle je pense que les gens doivent faire cela, c'est parce que c'est ainsi que l'on façonne son comportement. Donc, comme l'eau qui, avec le temps, peut créer le Grand Canyon, ou comme on peut utiliser une pierre à polir pour façonner des cailloux, vous pouvez forger votre personnalité. Vous pouvez façonner votre identité et vos comportements en apprenant à vous récompenser et à vous punir. Je sais que beaucoup de gens ne veulent pas entendre ça. C'est la vérité de la condition humaine. Une chose que je réalise, c'est qu'à certains moments de la vie d'un homme, il est soit un imbécile, soit une victime, soit un roi. Et quand tu es un imbécile, tu penses qu'à Mopakilnar, il n'y a pas de conséquences à tes actes. Mais il y a toujours des conséquences pour chaque chose que tu fais, tout. Et laisse-moi te dire, Fred, la table est toujours pleine d'excuses parce qu'elles sont valables. Beaucoup de gens sont contre toi. Tu peux te dire, cette table est pleine. Voilà pourquoi je suis comme ça. Et ça, et mec, tu n'es jamais sorti. Tu dois accepter tout ce que tu laisses entrer dans ta vie. Bon ou mauvais. Tu n'as pas à accepter aucune de ces excuses. Tu dois savoir que tu es responsable de ta vie, en bien comme en mal. C'est toi qui as fait ça. Donc, si quelque chose ne va pas, c'est ta responsabilité de le changer. Les humains sont évidemment incroyables. Regarde ce que nous avons créé. C'est incroyable quand on pense à qui nous étions il y a des millions d'années et où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes évidemment capables d'exploits incroyables. Nous sommes aussi l'animal social le plus brillant de la planète. Nous sommes capables de coopérer et de travailler en équipe à un niveau qu'aucun autre animal n'a jamais atteint. Nous sommes faits pour nous comparer constamment aux autres. Nous pensons toujours à ce que l'autre personne a et à la façon dont nous nous situons par rapport à elle. Est-ce que nous recevons autant d'attention que cette autre personne ? Cela a commencé quand nous étions enfants. Est-ce que nous recevons plus d'attention de la part de nos parents que nos frères et sœurs ? Donc nous nous comparons continuellement en termes de rang, de pouvoir et de statut aux personnes qui sont d'autres personnes qui nous entourent. Et c'est une force profonde en nous, constante chaque jour, à chaque instant. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous traversez cela. Et les réseaux sociaux, cela exacerbe complètement cette tendance dans la nature humaine. Les gens se focalisent sur la technologie, mais il faudrait accorder plus d'attention à la nature humaine et à la compréhension des autres. C'est la compétence essentielle dans la vie. Il y a quelque chose de profondément ancré en chaque individu, une nature individuelle particulière que nous avons tous, et cela nous pousse à adopter des schémas de comportement compulsifs. Tout le monde a ça. D'où cela vient-il ?
Une partie vient de notre acide désoxyribonucléique, de notre génétique, ça on ne peut pas le contrôler, c'est hérité de nos parents. Une partie vient de nos premiers attachements. Une partie vient avec l'âge en interagissant avec des enseignants, mentors et d'autres personnes qui influencent notre perception de nous-mêmes. Si l'on répète que nous ne valons rien ou ne sommes pas de bons élèves, on finit par l'intégrer et le devenir. Donc c'est un mélange de choses. Vous savez, pour chaque personne possède un mélange de ses qualités. Pour les Grecs, la sagesse commençait par « connais-toi toi-même ». Je crois que connaître qui vous êtes est une fin en soi et vous aidera de bien des façons à devenir la personne que nous avons tout le potentiel d'être. Mais si vous commencez à vous regarder et à vous demander pourquoi vous ressentez cela, à l'examiner et à envisager peut-être d'autres sources, alors vous pouvez commencer ce processus de compréhension au lieu de simplement accepter que vous ressentez ou avez cette idée particulière. Alors interrogez-vous. Arrêtez de supposer que tout ce que vous faites est si brillant, intelligent et juste, et imaginez que peut-être vos idées ne viennent pas de vous-même. Peut-être que vous ressentez une certaine colère politique ou autre, simplement parce que vous supposez cela des autres. Vous suivez les choses fidèlement et vous vous laissez emporter par une émotion virale. Vous voulez croire que vous êtes complètement indépendant et autonome, mais peut-être que vous ne l'êtes pas autant que vous le pensez. Si vous traversez la vie en pensant que vous n'avez pas de problème, que vous savez qui vous êtes, que vos relations avec les gens vont bien, que tout est parfait, alors vous ne serez jamais capable de commencer ce processus. Alors admettez que vous avez un problème. Admettez que vous ne comprenez pas les personnes avec qui vous interagissez. Quand vous admettez cela, maintenant vous êtes motivé à essayer d'apprendre. Si la croyance est une construction, alors comme toute autre construction, elle peut être manipulée et changée. Et à tout moment, c'est très important. Et vous pouvez toujours choisir de croire autre chose sur vous-même. Ce qui est étrange avec la croyance, c'est qu'en la changeant, elle devient vraie. Je ne comprendrai jamais vraiment pourquoi. Quelle étrange évolution humaine fait que croire suffit à rendre quelque chose vrai. Si vous pensez que vous êtes stupide, devinez quoi? Vous l'êtes. Maintenant, si vous ne le savez pas, retenez cette citation et vivez selon elle. On ne peut avoir de plus petite ou de plus grande maîtrise que la maîtrise de soi-même. C'est Léonard de Vinci. Nous, les humains, émettons constamment des informations sur nos véritables émotions. Cela se manifeste de façon non verbale. Et vous ne percevez pas ces signaux. Vous êtes tellement concentré sur les mots des gens que vous passez à côté de cette autre réalité qui est pourtant incroyablement éloquente. Je médite pour vider l'esprit, mais il est impossible de le faire complètement, donc des pensées surviennent pendant la méditation. Anxiété, inquiétude, ressentiment. Je me suis entraîné à me demander où il se trouve. Chaque fois que je ressens de la colère envers mon frère, ma mère ou un ami pour avoir dit quelque chose que j'ai mal interprété, je me dis « c'est ton ego qui parle ». Ces personnes ne disent rien de personnel, c'est juste ton ego qui se met toujours en travers de ton chemin. Remets-le en question. Alors, remets en question mon impatience, mes frustrations, etc. Accepter les gens et les aimer pour ce qu'ils sont, c'est quelque chose d'incroyablement libérateur. Maintenant, tu ne peux pas faire ça pour tout le monde. Certaines personnes ton dessin sont si toxiques et laides qu'il t'est impossible de les aimer. Mais tu peux les comprendre. Et en les comprenant, tu n'as pas à intérioriser la douleur qu'ils infligent. Nous, les humains, passons normalement notre vie à ne pas accepter les choses. Nous voulons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Nous voulons avoir une meilleure épouse ou un meilleur mari. Nous voulons que nos enfants réussissent. Vous rejetez le système politique et espérez une utopie soudaine. Nous voulons que les gens soient différents, ceci ou cela, et pour moi, cela voulait dire être contre la vie. Vous êtes contre la vie car elle n'est pas ainsi. La vie, c'est une suite de faits. Elle est comme elle est. Nous avons évolué ainsi. Votre réalité est ainsi. C'est comme ça. Vous voulez aimer la vie. Vous voulez aimer le destin et ce que signifie le destin. Des choses vous arrivent que vous ne pouvez pas contrôler. Vous n'avez pas choisi qui sont vos parents. Vous n'avez pas choisi votre ville de naissance ni votre école. Vous n'avez pas choisi de naître riche ou pauvre. Beaucoup de choses échappent à votre contrôle. Acceptez-le. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de dire « je veux autre chose ». Acceptez votre monde, votre vie.
Notre peur de la mort est probablement la plus grande influence sur notre comportement. Dans l'histoire, nous sommes le seul animal à connaître sa mortalité. Et cela a provoqué une réaction incroyable. Alors, comment se fait-il que, alors que le temps me file entre les doigts, je ne parvienne pas à trouver l'épanouissement? La raison est que l'épanouissement existe au-delà de tout cela. L'épanouissement concerne la dernière partie de ce que je crois être le but de la vie, c'est-à-dire exister en faisant quelque chose au service de quelque chose de plus grand que soi. Et si tu n'arrives pas à accéder à cela, alors tu n'obtiendras jamais l'épanouissement que tu désires dans ta vie. Tout ce que tu crois est un choix. Si tu oublies tout cela, alors tu ne pourras pas devenir la personne que tu veux être. L'homme ne peut se transformer sans souffrir, étant à la fois marbre et sculpteur. Ça me donne encore des frissons d'y penser, de savoir que si je veux devenir la personne que je veux être, je vais devoir en payer le prix. Et pour moi, la question que nous devons tous nous poser est « Qui est-ce que je veux être? Que veux-je devenir ?» Et jusqu'où suis-je prêt à aller? Quel prix suis-je prêt à payer pour y arriver? Si la vie t'abat et te fait souffrir et que tu te dis « Mec, je galère », si tu échoues ou tombes, peu importe ce qui ne va pas. Si ton esprit te dit « On se bat, on ne va nulle part, tu ne peux pas me blesser », peu importe ce que tu me fais, peu importe ce que tu m'imposes, peu importe à quel point la vie est dure, je vais rester ici, debout, en plein milieu du ring. Et le ring, c'est la vie. La comparaison est la mort de la joie. Et non seulement elle tue ta joie, mais elle tue aussi ta motivation. Elle tue ton énergie ou ton envie d'avancer. Elle te rend plus vulnérable. La seule personne que tu dois surpasser, c'est celle que tu étais hier. Franchement, quoi que tu fasses, fais-le pour le Seigneur. Chaque jour, j'essaie d'être meilleur. Je pense qu'une mauvaise journée pour l'ego est une excellente journée pour l'âme. Et une chose que j'ai réalisée, c'est que nous devenons des victimes quand nous récitons nos excuses. Et à force de les répéter, on finit par croire qu'elles sont vraies. Et je pense que tu peux t'accrocher à tes excuses ou bien aller là-dehors, avoir un impact, vivre une vie épanouissante, être très créatif et profiter de la magie de la vie, mais tu ne peux pas faire les deux à la fois. Nous sommes des machines à apprendre des schémas. Et si tu te sens bloqué ou brisé, je te garantis que même si tu ressens ça, tu ne l'es pas. Tu as simplement un schéma de comportement ou de pensée qui est brisé. Et nous avons besoin d'être bousculés parce que nous aimons nos schémas. Et donc, peu importe où dans ta vie quelque chose est brisé, il y a un schéma que tu ne vois pas encore qui te fait rester dans une situation brisée. A-t-il dit que ceux qui aiment les dents doivent apprendre à s'organiser aussi bien que ceux qui aiment la guerre? N'est-ce pas, c'est un bas de quoi? Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi bien que ceux qui aiment la guerre. C'est-à-dire que les personnes qui cherchent à semer la destruction et la distraction dans le monde sont très organisées, très concentrées, très axées sur les données, très stratégiques et très orientées vers les processus. Nous devons donc faire de même. Ma demande à vous et à moi est d'être vraiment stratégiques dans tout ce que nous faisons. Rassemblons la sincérité et la stratégie. Rassemblons les données et le dynamisme. Rassemblons l'intuition et la perspicacité, n'est-ce pas? Ne faisons pas cela. Ne regardons pas au-delà en pensant « Oh, ça va marcher parce que mon intention est bonne », n'est-ce pas? Votre intention ne va pas courir 1 kilomètre, mais elle vous aidera à courir le marathon. Mais elle ne va pas courir ce kilomètre que vous devez faire maintenant. Et donc, pour moi, l'intention et l'action, l'intention et l'attention, les deux sont nécessaires. Donc, ma recommandation est la suivante. Quel que soit votre rêve, quoi que ce qui vous inspire, quoi que vous pensiez qui aura un impact positif dans le monde, apportez les deux à cela, d'accord? Ne vous contentez pas de l'un ou de l'autre. Plus important encore, comprendre pourquoi il n'applique pas le cadre. Ensuite, surtout, que cherchez-vous à accomplir? C'est la question, parce que nous devons atteindre le bonheur. Cela doit être l'objectif. Et si vous vous mettez réellement la pression pour être heureux plutôt que pour réussir, alors vous avez une conversation totalement différente avec vous-même. Alors vous avez une conversation totalement différente avec vous-même,
Et quand vous commencez à faire cela pour vous-même, pas pour le prouver à votre conjoint, à vos frères et sœurs, à vos parents ou aux personnes avec qui vous êtes allés à l'école. Et ça devient très bien. Ça devient vraiment bien quand ça devient vraiment calme. Et c'est super calme pour moi. Le cœur entre dans ce genre de rythme. Quand tu ressens de la frustration, quand tu ressens de l'impatience, quand tu ressens du ressentiment, tu appuies sur la pédale d'accélérateur et l'énergie quitte littéralement le cœur. Maintenant, tu ne crois plus en ton avenir. Tu ne peux pas mettre ton cœur dans ton avenir. Tu ne peux pas faire confiance aux résultats parce qu'il n'y a plus d'énergie là-bas. Elle est utilisée et consommée ailleurs, donc l'énergie quitte aussi le cerveau. Mais une fois que l'énergie commence à se déplacer vers le cœur et qu'il commence à battre dans ce rythme, comme frapper un tambour ou laisser tomber un caillou dans l'eau, caillou après caillou, le cœur commence à créer une vague d'énergie qui va directement au cerveau. Et puis, tout à coup, vous voyez cette vague, le cerveau reçoit cette poussée d'énergie et ce changement dans les ondes cérébrales. Ce changement, cette vague transporte de l'information et la personne commence à avoir une idée très claire. Ils voient leur avenir très clairement. La peur. Vous savez, les gens en font un processus complexe. Cette femme m'a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle n'agissait pas ainsi. Pourquoi elle ressentait cela? Ça s'appelle la peur. Nous craignons tous de ne pas être à la hauteur, pas assez riche, intelligent, jeune ou rapide. C'est humain. Le secret, c'est d'agir quand même, et de créer un réflexe pour agir automatiquement. Sinon, c'est difficile. Vous hésitez, ne savez pas comment ou où commencer. Je dis, lancez une pierre et débutez là où elle tombe. C'est entamer le processus d'avancer au lieu de laisser la peur vous freiner. Vous ne pouvez pas emmener le monde plus loin que là où vous êtes allé intérieurement. Parfois, le soleil reste là, caché par les nuages, tout comme nous pouvons être couverts. Et nous sommes couverts par ces nuages et ils obscurcissent notre identité. Ils obscurcissent notre perception. Tout ce que nous faisons pour nous ou les autres, c'est dissiper les nuages. Et plus nous faisons cela pour nous-mêmes, plus nous pouvons le faire pour les autres, et plus nous le faisons pour les autres, plus nous le faisons pour nous-mêmes. Beaucoup de choses sont contre nous dans la vie. Et bien souvent, il se peut que vous soyez seul. La seule voie que vous ayez, c'est la vôtre. Donc, si vous n'êtes pas acharné dans votre quête pour devenir la meilleure personne possible, il s'agit d'être qui vous voulez vraiment être. Vous devez avoir ce genre de rage en vous pour réaliser que je pourrais être seul ici, dans la rue, et je dois être capable de me battre tout seul. Là où il y a une volonté, je peux toujours trouver un moyen de commencer à avancer, même à partir de rien. Il y a beaucoup de gens qui se rongent les ongles et qui craignent de perdre leur emploi. Mais il y a peu de gens qui ont décidé au fond d'eux-mêmes « je vais y arriver ». Certaines personnes partent avant d'être licenciées. Certaines personnes avancent d'elles-mêmes parce qu'elles sentent au fond d'elles qu'elles ont ce qu'il faut pour réussir. Nous pensons souvent que ce sont nos propres pensées qui nous font trébucher dans la vie et nous aimerions que notre esprit soit plus positif. Être humain, c'est que votre cerveau et votre corps cherchent à vous faire survivre. Votre cerveau et votre corps se souviennent des situations qui vous ont terrifié. Votre cerveau et votre corps essaient de vous dissuader de tout ce qui vous semble risqué. Et votre cerveau, étant donné qu'il a été conditionné par des situations passées, et étant donné que vous le laissez s'inquiéter tout le temps, vous avez pris l'habitude de le faire. Sans attention ou intention, votre cerveau se focalise sur des choses effrayantes, mais cela ne signifie pas que vous êtes cassé. Cela signifie que votre cerveau pense à quelque chose qui ne va pas et qu'il est temps pour vous de réinitialiser votre état d'esprit et de le ramener à la réalité. Vous n'allez pas réussir à grande échelle tant que vous n'aurez pas affronté le seuil du contrôle. Après l'avoir affronté plusieurs fois, il deviendra familier car vous grandirez. Qu'est-ce que le seuil du contrôle? C'est le moment où vous considérez que vous ne pouvez plus le faire. Si je place un point au milieu de la vie et dis que c'est un problème, et si vous avez une zone de confort qui dit « ça, c'est dans les choses que je sais gérer, allez-y »,
Mais si ça, c'est le cercle de ce que vous pouvez gérer, quand le problème est bien en dehors, mais ça donne l'impression que c'est hors de contrôle, comme je ne sais pas quoi faire. Donc, ce que nous devons faire, c'est apprendre à prendre notre zone de confort et à l'élargir. Et la seule façon d'y arriver, franchement, dans la plupart des cas, c'est d'affronter un vrai défi. Vous savez, ce qui se passe dans le monde matériel n'est absolument pas le sujet. Ce qui compte, c'est avons-nous cette vision d'espoir dans notre esprit? Voyons-nous un avenir dans lequel nous pouvons nous engager qui rendra nos vies meilleures? Et dès que vous enlevez cette vision, nous ne savons plus quoi faire de nous-mêmes. Et nous désespérons essentiellement. C'est que nous devons constamment construire ces rêves et ces visions pour nous-mêmes et ce qui se passe lorsqu'ils nous sont retirés. Tu dois t'y rendre. Les gens détestent faire du sport. Tu ne vas faire du sport qu'1 heure par jour peut-être. Pendant les 23 autres heures de la journée, tu n'y es pas. Mais pour être en forme, tu dois rendre visite à la souffrance. Faire du sport 1 heure par jour. Rendre visite à la souffrance 1 heure par jour. Rends visite à tes échecs passés 1 heure par jour. La relation avec cela, c'est que les réponses s'y trouvent. Elles sont là-dedans, dans la souffrance, vas-y. Et j'appelle ça l'autopsie vivante. Change les choses. Ça transforme les choses pour les améliorer. Quand j'ai parlé de responsabilité, et tu sais, avec une grande responsabilité vient un grand pouvoir. La principale responsabilité, c'est ce que tu ressens. Parfois, on agit comme des thermomètres. On réagit à la météo si on est honnête, à l'économie, aux politiques, à la politique. On réagit parfois à la façon dont les gens nous traitent. Mais y a-t-il un écart entre la façon dont quelqu'un nous stimule et la façon dont nous réagissons? Avons-nous le choix? Le thermomètre réagit à l'environnement, contrairement au thermostat. Mais que fait ce dernier? Oui, il régule, non? Il aide à gérer, fixe une norme, une vision ou un objectif. Ensuite, que devient l'environnement? Il s'élève pour agir. Y a-t-il une différence? Cela ramène à la responsabilité. Être responsable, c'est ta capacité à ressentir et à te concentrer sur les choses. La peur est adaptative. Tu fuis l'inconnu, tu fuis les défis. Donc, si tu vis en mode survie, tu as plus de chances de survivre si tu fuis l'inconnu. Et d'ailleurs, quand tu vis en mode survie face aux potentiels infinis du champ quantique, tu vas sélectionner le pire scénario possible dans ton esprit et tu vas commencer à te préparer émotionnellement au pire scénario parce que tu as plus de chances de survivre. Si tu es fasciné, tu vas te poser une question très simple dans ce domaine. Est-ce que je veux devenir le meilleur au monde dans ce domaine? La chose la plus importante que la passion fera pour toi, c'est qu'elle va te tirer à travers l'ennui. Elle va te porter dans les moments difficiles. Et c'est pour ça que ça doit vraiment être quelque chose pour lequel tu es prêt à devenir excellent. Car pour devenir excellent, il faut simplement traverser ces moments d'ennui et de répétition. Si tu as cette passion naissante, elle te donnera l'énergie pour traverser tout cela. La plupart des gens attendent que leur vie change, de se sentir abondant, de se sentir complet. C'est l'ancien modèle de cause à effet. Si tu vis avec du vide, tu vis avec un manque, tu vis avec de la douleur. La plupart des gens ont été conditionnés à croire que quelque chose à l'extérieur doit enlever ce vide ou ce sentiment à l'intérieur d'eux. Si tu pouvais t'habituer à la gratitude, t'habituer à la plénitude, t'habituer à l'abondance, t'habituer à la liberté et que tu étais capable de générer ces substances chimiques chaque jour, tu te promènerais sûrement en pensant que ton avenir est déjà accompli sans chercher à le réaliser. Une décision est la première étape. Je pense que l'une des plus grandes façons dont nous pouvons toutes nous freiner, c'est d'écouter ce vilain petit mensonge dans notre tête qui dit « Je ne suis pas encore prête. Je manque d'expérience et de diplôme. Qui suis-je pour faire X, Y ou Z? » Et ensuite, on ne fait que repousser, repousser, repousser. Avant même qu'on s'en aperçoive, des mois ou des années passent sans réel progrès. Je dirais d'avoir peur de prendre des risques et de poursuivre quelque chose de significatif.
Tu devrais surtout craindre de rester là si tu es malheureux. C'est comme si la première chose à faire était d'abandonner l'idée que tu puisses avoir une sécurité permanente en dehors de ta capacité à te battre et à t'adapter. Rester malheureux a un prix, mais tu pourrais penser « mieux vaut le diable qu'on connaît ». C'est comme « ne sois pas si sûr de ça ». Le temps passe. Si tu restes dans ce travail qui te rend malheureux, tu seras encore plus malheureux dans 5 ans et plus âgé. Résoudre signifie que c'est fait. C'est comme si, même si tu agis, c'est déjà accompli en toi, donc c'est accompli à l'extérieur. Il n'y a plus aucun doute, une fois que tu as décidé. La seule façon pour que l'engagement, l'énergie et l'élan continuent, c'est si tu prends immédiatement une action massive, mes amis, une action massive. L'action massive est la solution à tout. L'action massive est la solution à tout si tu as du mal avec quelque chose. Ta relation n'est pas là où tu voudrais qu'elle soit. Tes finances, ton corps et ton entreprise ne sont pas là où tu voudrais. Tu dois passer à l'action de façon massive. Et si ça ne marche pas, essaie autre chose. Si ça ne marche pas, essaye encore autre chose. Continue avec des actions massives et tu trouveras le chemin, parce que cela te donnera de l'élan. Le plus dur, c'est de commencer. Ensuite, il faut persévérer. Et j'ai toujours aimé ça. Mais cela ne garantit pas la réussite immédiate. Ça ne veut pas dire que simplement parce que tu commences, tu vas gagner. En fait, il est très probable que la première chose que tu feras, tu échoueras. Pensez aux fois où vous avez échoué après avoir essayé quelque chose. Qu'avez-vous fait ensuite? Si tu en as tiré des leçons, que tu as redoublé d'efforts, que tu as trouvé la solution, que tu t'es concentré uniquement sur la vérité, alors tu avanceras. Tu avances parce que tu crois que tu peux apprendre. Et c'est ça qui se cache là-dedans, et c'est ça le truc. Quand on me dit « ma mère, ma femme ou mon mari n'ont pas ce système de croyance », comment je les amène là? La réponse, c'est que tu ne peux pas, tant qu'ils ne sont pas convaincus qu'ils peuvent apprendre tout ce qu'ils veulent, que le fait de concentrer leur énergie dans l'acquisition de compétences va vraiment leur permettre d'acquérir une nouvelle capacité dans la vie réelle, ils ne passeront pas à l'action. Je ne me souviens plus. Maintenant, je ne parle pas de ce qui te rend heureux. C'est un luxe de poursuivre ce qui te rend heureux. C'est une obligation morale de poursuivre ce que tu trouves significatif, un objectif. On développe une vision et on travaille pour l'atteindre et les choses s'améliorent inévitablement pour les gens. Ce n'est pas un luxe, c'est difficile, c'est une responsabilité morale et ce n'est pas le bonheur. La poursuite n'est pas celle du bonheur. La vie est le sport d'endurance le plus brutal de tous les temps. Et c'est ce qu'on doit aimer à propos de la vie, c'est de renverser la situation et d'aimer le fait que la vie continue de nous attaquer même pendant nos propres pauses. Tu dois trouver des solutions sur le moment. Tu dois être cette personne qui est toujours prête. Mais la solitude en ce moment, à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés, c'est ce qu'on ne veut pas affronter. C'est le fait qu'on doit penser à toutes ces choses qu'on n'aime pas. Seul, on aime utiliser la vie comme une grande échappatoire. L'échappatoire n'est plus là. Toutes ces distractions qu'on utilisait ne sont plus là. C'est le moment maintenant d'arrêter d'éviter les choses. Prends un stylo et du papier. Regarde à l'intérieur de toi. Arrête de me regarder, moi ou d'autres personnes ici, pour être le héros de ton histoire. C'est le moment pour toi, en toute cette solitude, d'apprendre à te connaître en tant que personne, d'être seul avec toi-même, en sachant une chose dans la vie, nous sommes tous très fragiles dans ce monde. Nous devons savoir que lorsque nous mourrons avec un certain sens et un certain but dans ce monde. C'est de générer une vision vraiment. Ce n'est pas un plan ou une stratégie, c'est une vision philosophique qui justifie ta vie d'une manière à laquelle tu crois profondément. Il faut que ce soit ça et ça ne peut pas être trivial, sinon la procrastination et la gratification instantanée vont te dominer.
Alors, la première question que tu pourrais te poser, c'est qu'est-ce que tu aurais besoin de gagner? Tu dois vraiment avoir un vrai dialogue avec toi-même pour comprendre ça. Tu dois t'accepter tel que tu es, avec tes défauts, ta tendance à procrastiner, ta recherche de gratification instantanée. Et tu dois t'asseoir et te dire, d'accord, tu parles à ton enfant intérieur mal élevé de 6 ans, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il te faudrait pour t'engager sur le long terme? Quel genre de vision du futur justifierait des sacrifices pour toi? Voici la question. Tu prends soin de toi comme si tu étais quelqu'un dont tu te soucies. Tu peux concevoir un futur qui serait bon pour toi si tu prenais vraiment soin de toi. Pendant 20 minutes, tu peux avoir ce que tu veux. C'est dans 3 ans. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu dois le viser et travailler pour l'obtenir et tu dois préciser ce que c'est. Que veux-tu vraiment? Qu'est-ce qui donnerait un vrai sens à ta vie au point que la gratification immédiate devienne un obstacle plutôt qu'une aide? Si tu prends une décision dans un état sans élan, si tu prends une décision à partir d'un endroit où il n'y a pas de passion, tu n'auras pas d'élan. Ça tuera l'élan. Il faut décider, s'engager et résoudre. Certains d'entre vous, dans le passé, ont eu de l'élan, ont été passionnés, ont même pris une décision, mais une décision est la première étape. Une décision, c'est comme une guerre. Je dois faire ceci ou cela. D'accord, je vais me forcer à faire ça. Mais l'engagement, c'est quand, après avoir décidé, tu t'engages à le faire sur le long terme. Que ce soit difficile ou facile, ça n'a pas d'importance, tu vas le faire. La conversation la plus importante que tu auras jamais, c'est celle que tu as avec toi-même. Alors, j'ai commencé lentement à changer ce dialogue intérieur dans ma tête. Et c'est là que le pouvoir est venu. Le pouvoir venait du fait que personne ne m'aidait, personne ne revenait pour me sauver, personne ne revenait pour me tirer jusqu'à la ligne d'arrivée. Tout ça est nouveau. Donc, j'ai vu beaucoup de puissance dans le fait que si je changeais ça, c'est moi qui l'avais fait, c'est moi qui avais changé cette situation. Le secret du succès, c'est qu'il existe un système pour réussir. Peu importe l'organisation dont tu fais partie, le système fonctionne si tu l'appliques. Si tu ne l'appliques pas, il ne fonctionnera pas. Mais ça marche si tu t'y mets. Et c'est ce mot de 4 lettres que la plupart des gens n'aiment pas. Ils ne sont pas prêts à travailler. Ils y vont en espérant que ça n'arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas faire le travail. C'est une aversion dans l'esprit de la plupart des gens. Tu sais, nous sommes plus que ce que nous montrons. On nous a vendu ce mensonge. On apprend aux gens à l'école que, tu sais, tout le monde pourrait faire ça aussi, et bien plus encore, en appliquant la créativité, la concentration, le flow, la résolution de problèmes, la réflexion, et vraiment pour surmonter les plus grands défis de leur vie, et peut-être même du monde. Les défis, on nous a beaucoup appris, mais on nous a appris un mensonge, que d'une certaine manière, notre intelligence, notre potentiel, notre capacité d'apprendre, ou notre mémoire sont fixes, ou que la créativité est fixe, ou que la pensée est fixe, comme notre pointure de chaussure. Il s'agit de transcender tout ça, tu vois. Il s'agit de sortir de la transe, la transe qui nous fait croire qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'est pas ce génie, et de dire la vérité. Et la vérité, c'est que les gens peuvent, on est plus rapide et plus intelligent qu'on ne le pense, et pas seulement pour apprendre par cœur et mémoriser des choses, mais pour vraiment résoudre des défis importants. Et peut-être que ces défis qu'on traverse sont les leçons qu'on a le plus besoin d'apprendre. Et puis, certaines personnes qui apprennent ces leçons ressentent le besoin de partager cette voie avec les autres. Donc, ce n'est pas juste une seule bougie. Tu sais, on peut vraiment tout enflammer. Tu dois te lever. Tu dois faire de tes rêves une réalité et vivre une sacrée œuvre d'art. Tu le sais. Maintenant, voilà le truc. Quelques petites choses. Tu dois prendre une décision. Écoute-moi. Tu dois prendre une décision. Quelle est cette décision? Pourquoi es-tu venu ici? Maintenant, on y est. Le temps file. On répète souvent que la vie est courte. Laisse-moi te dire quelque chose. La vie peut être longue. Tu enterres tes rêves.
Tu abandonnes ça. La vie devient longue. Tu vois, le temps s'accélère. 2 minutes passées avec ta chérie à faire ce que tu veux avec elle, ça peut passer vite, non? Et les 2 dernières minutes sur un tapis de course? On dirait pas que ça dure 4 heures, non? Donc si tu apprécies, c'est court. Si c'est douloureux, c'est long. La vie aussi. C'est là que tu gâches ta motivation intrinsèque. Quelle moitié, hein, quand tu ne vis pas avec passion, but ou accès régulier au flow. Toutes les choses qui facilitent l'art du possible concernent les outils que je décomposerai. Bien utilisés, le résultat c'est Superman. Quand tu les utilises mal ou que tu ne les utilises pas du tout, si tu n'utilises pas l'organisme comme il est censé l'être, le résultat c'est l'anxiété et la dépression. Et nous sommes en plein milieu de la plus grande épidémie d'anxiété et de dépression de l'histoire du monde. Donc il me semble qu'il y a une corrélation ici. J'aime cette pensée qui dit « Tu sais qui tu es quand personne ne te regarde. Ce que tu fais quand personne ne te regarde, c'est qui tu es. Ce que tu choisis seul te définit. » Et je pense que ça t'aide vraiment à dépasser ton ego. Parce que quand on réfléchit sur soi-même, quand il n'y a personne autour, c'est là qu'on découvre vraiment qui on est. Je ne crois pas aux théories du complot, mais je connais l'origine de l'école publique. Et l'école publique a été inventée par des propriétaires d'usines qui n'avaient pas assez d'ouvriers dociles. Faites ce qu'on vous dit. Allez au bureau de placement. Vous aurez un emploi pour 50 ans, vous pourrez rentrer chez vous et regarder la télé. Acheter assez de choses pour remplir un box de stockage. Puis vous mourrez. Et l'erreur, le problème, c'est que les gens sont encore séduits par l'idée qu'ils doivent simplement mieux s'intégrer. Les réseaux sociaux aggravent la situation avec la mentalité de meute. On cherche à mieux s'intégrer grâce à des astuces comme un conseil pour un ventre plat ou 3 façons de devenir riche et on apprend à acheter et revendre des maisons pour devenir millionnaire rapidement. Aucune méthode ne marche, non? La combinaison de ces 2 éléments rend les gens brisés et amers car la promesse n'est pas tenue. Premièrement, les écrans influencent le cerveau en développement. Plus on y passe de temps, un enfant passe à regarder des écrans, plus cela épuise ses récepteurs de dopamine. Les récepteurs de dopamine sont ceux impliqués dans l'addiction plus tard. Le circuit de la motivation incitative du cerveau. Premièrement, l'enfant développe une relation d'attachement avec la machine. Donc, ce que nous disons à propos des médias numériques, c'est que c'est une bonne chose, mais le sexe aussi. On ne donne pas d'alcool à un enfant de 2 ans, ni n'initie un enfant de 5 ans aux pratiques sexuelles. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à gérer ça. Donc on donne les médias numériques aux enfants quand ils sont assez grands pour les gérer. À quel âge sont-ils prêts à les gérer? Lorsqu'ils n'ont plus besoin de s'y fier pour leurs besoins émotionnels. Mais ils l'utilisent pour sa fonction initiale, l'information et la communication des objectifs légitimes. Mais si les enfants sont immatures et que leurs besoins d'attachement ne sont pas satisfaits, ils peuvent recourir aux médias numériques pour y répondre, remplaçant ainsi les vrais liens humains. Alors, que se passe-t-il sur Facebook? Les enfants ont des amis. Que se passe-t-il sur Facebook? Les enfants s'aiment les uns les autres. Ce sont des dynamiques d'attachement. Sauf que les amis ne sont pas de vrais amis. Parce qu'un vrai ami, c'est quelqu'un qui te connaît vraiment intimement, qui t'accepte, te soutient et veut le meilleur pour toi. Ces amitiés sur Facebook sont très conditionnelles, comme le montre le fait que lorsque les gens se disciplinent entre eux, ils se retirent de leur liste d'amis. Et les « j'aime » ne sont pas de vrais « j'aime » parce que ce qui est présenté sur les médias numériques est une sorte d'acronyme du vrai soi. C'est une parcelle choisie de moi-même, de qui je suis vraiment. C'est cela qui s'affiche sur Facebook. Et donc les gens aiment une partie de moi. Mais en quoi cela répond-il à mon besoin d'être accepté, respecté et aimé pour Roar Villa? En fait, cela le sape. Donc les médias numériques sont tout le contraire d'un véritable contact humain. Cela peut-il être utilisé ainsi? Oui. Si vous avez 2 jeunes enfants maintenant, et si vos parents vivent aux États-Unis et que ces enfants veulent se connecter avec leurs grands-parents, quel excellent outil que Skype ou Zoom, où ils peuvent se connecter. Ce n'est pas juste une lettre, bref, c'est une excellente façon de se connecter. Mais qui doit être responsable de cela? En d'autres termes, les médias numériques peuvent être introduits dans la vie de l'enfant lorsque les parents peuvent en garder le contrôle. Quand les médias dominent et que l'enfant devient accro, il n'est pas prêt pour cela.
Donc nous disons, ne l'introduisez pas trop tôt. D'abord, restez vigilant et gardez le contrôle de la situation. L'enseignement réel se fait par le contact personnel, par l'engagement, en suscitant et en éveillant la curiosité des enfants, en faisant appel à l'esprit de l'enfant, de plus en plus sophistiqué, pour qu'il puisse saisir des idées complexes, parfois contradictoires, en même temps. Cela dépend de la maturation. Notre maturation dépend de la relation avec autrui. Le temps devant les écrans réduit bonheur, satisfaction de vie et estime de soi. Mais nous savons que cela aggrave l'anxiété et la dépression. La Royal Society of Public Health a publié une étude en juin de cette année, en juin 2018, qui a révélé que 63% de tous les utilisateurs d'Instagram sont malheureux. L'anxiété et la dépression chez les jeunes ont augmenté de 70% en 30 ans. Et nous savons que depuis 2010, le suicide chez les adolescents a augmenté de 31%. Donc le suicide chez les adolescents est répandu. Et aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la principale cause de décès chez les adolescents jusqu'à l'âge de 24 ans est le suicide. Ce n'est pas une maladie ni même des accidents, et cela est intimement lié aux réseaux sociaux. J'ai mentionné précédemment que les réseaux sociaux sont un outil de conditionnement, pas un outil addictif, mais un outil de conditionnement, et qu'ils utilisent un positionnement relatif. Quelles émotions sont liées au positionnement relatif? La première est l'envie. Les réseaux sociaux sont construits autour de l'envie pathologique. Ils sont des vecteurs et amplificateurs d'envie pathologique et ils quantifient cela via divers algorithmes de classement. Ils quantifient l'envie avec les mentions « j'aime », avec les retweets. Donc, ils quantifient l'envie et ensuite ils exploitent de cette envie pour vous motiver. En d'autres termes, ils utilisent l'envie pour vous pousser à adopter un certain comportement. Les gens confondent la jalousie avec l'envie. Et voici la différence. La jalousie, ces plateformes encouragent l'utilisation répétée, l'utilisation compulsive répétée. Et maintenant, nous savons grâce à la psychologie que seuls ces types d'émotions, l'agressivité, l'envie, la haine, seuls ces types d'émotions encouragent l'utilisation répétée. Il n'y a donc aucun moyen qu'ils aient conçu ces plateformes sans être conscients qu'ils doivent exploiter ces émotions pour créer une addiction. Un tiers des Américains est officiellement obèse. Nous devons créer un monde où toutes les entreprises servent l'humanité et j'espère que la génération des milléniaux y parviendra. Le fait est qu'un grand nombre d'entreprises existent tout simplement comme un algorithme destiné à générer du profit. Je ne dis pas que l'entrepreneur ou ceux derrière ces algorithmes sont mauvais ou ont tort. Je dis simplement que l'algorithme de l'entreprise est de générer du profit à tout prix, et cela peut aller à l'encontre de la direction dans laquelle nous voulons emmener l'espèce humaine. Nous, les humains, traversons normalement la vie en n'acceptant pas vraiment les choses. Nous voulons que les choses tout faites soient différentes de ce qu'elles sont. Nous voulons avoir une meilleure épouse ou un meilleur mari. Nous voulons que nos enfants soient meilleurs. Nous n'aimons pas le système politique. Nous voulons qu'une sorte d'utopie apparaisse soudainement. Nous voulons que les gens soient indifférents. Nous voulons cela. Nous voulons cela. Et pour Nietzsche, cela signifiait que vous êtes contre la vie. Vous êtes contre la vie parce que la vie n'est pas comme ça. La vie est une série de faits. La vie est ce qu'elle est. Nous avons évolué ainsi. Votre réalité est ainsi. C'est comme ça. En paniquant, vous détestez la vie. Vous voulez aimer la vie. Vous voulez aimer le destin. Et ce que signifie le destin, c'est que des choses vous arrivent que vous ne pouvez pas contrôler. Vous n'avez pas choisi qui sont vos parents. Vous n'avez pas choisi dans quelle ville vous êtes né, ni dans quelle école vous êtes allé. Vous n'avez pas choisi si vous êtes né riche ou pauvre, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas contrôler, c'est le destin. Acceptez-le tel qu'il est. Arrêtez de vous plaindre et d'aller dire « je veux autre chose ». Acceptez votre monde, votre vie. Notre peur de la mort est probablement la plus grande influence sur notre comportement. À travers l'histoire, nous sommes le seul animal conscient de sa mortalité. Cela a provoqué une réaction incroyable. Nous évitons, nous sommes anxieux. Nous imaginons une vie après la mort, un paradis pour tous, n'est-ce pas? Ou bien aujourd'hui nous ignorons la mort. Nous ne voyons jamais les gens mourir à l'hôpital. Nous ne voyons jamais les animaux que nous mangeons être tués. Nous n'avons aucun contact direct avec la mort dans notre vie, nous en sommes totalement déconnectés. Cela nous rend anxieux et craintifs,
Et cela contrôle tout dans notre comportement. Nous devenons anxieux et craintifs à propos de tout. Donc la capacité de l'accepter, de la regarder en face et d'accepter que c'est votre réalité, que vous n'allez pas vivre éternellement, est très libératrice. Amor fati consiste à ne plus fuir la vie en disant « Voici la vie, je la déteste, je n'en veux pas ». Se retourner, l'affronter et dire « Je l'accepte, je l'aime, je l'embrasse », ce qui a un effet très puissant.